Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle analyse de patrimoine. Cette semaine, donc, je vais analyser le patrimoine d'une abonnée qui est donc une jeune femme de 38 ans qui est pacsée donc, avec un enfant à charge et qui a pour objectif de devenir libre financièrement. Donc je sais, j'ai choisi ce profil volontairement parce que je sais que clairement c'est l'objectif de beaucoup d'entre vous et on va analyser ça un petit peu ensemble par rapport à sa situation qui est, je pense, assez représentatif de beaucoup d'auditeurs. Donc, elle a un revenu mensuel net de 3 000 € par mois, elle a un profil de risque qu'elle considère comme équilibré, elle a une épargne de précaution d'à peu près 35 000 €, donc grossièrement elle a tout mis sur ses livrets A LDD, elle les a remplis. Elle a une capacité d'épargne mensuelle d'environ 400 €, et dans les objectifs qu'elle m'a mis, donc elle m'a mis revenu passif, valoriser un capital et liberté financière, donc qui est son objectif final. Et elle m'en a mis d'autres objectifs qui sont donc le fait de générer de revenus passifs pour pouvoir diminuer et son temps de travail et passer progressivement à 4 à 3 jours de travail par semaine. Donc ce qui est un bon premier pas finalement vers la liberté financière parce que au lieu de passer de 5 jours semaine, si on passe déjà à 3 jours semaine, on commence clairement à faire un premier pas vers la liberté financière ou du moins commencer à diminuer son temps de travail pour commencer clairement à profiter des fruits de ses investissements pour avoir du temps pour soi. Dans les compléments qu'elle m'a dit, donc qui est important à prendre en compte, elle m'a précisé qu'elle a l'impression d'avoir fait des investissements sans réflexion et sans stratégie et qui ne sont pas forcément les meilleurs. Elle voudrait faire le tri pour avoir une stratégie plus cohérente et moins anxiogène. Par exemple, s'assurer que la partie sécurisée couvre l'inflation, donc notamment en ce moment, optimiser son assurance vie, commencer à investir en bourse et être plus diversifiée. Et à court terme, elle espère savoir comment générer 1 000 € de revenus passifs et en combien de temps cela prendrait au vu de sa capacité d'épargne actuelle, sachant qu'elle a en plus 40 000 € de liquidités qui vont arriver d'ici la fin de l'année 2024. Pour l'instant, elle n'a pas de sujet de transmission de patrimoine, même si elle a un enfant, mais c'est intégré dans la réflexion. Elle m'a aussi précisé qu'elle a acheté des SCPI à 200 000 € qui sont aujourd'hui valorisés à 160 000 €, donc elle a subi une chute, notamment je pense à cause de certaines SCPI qui ont baissé leur prix de part l'année dernière. Elles sont dans une SCI LIS et je me demande ce que je peux faire pour limiter l'impact négatif. Alors j'ai énormément de choses à dire sur tout ça, mais je vais faire les choses dans l'ordre. Je vais commencer comme d'habitude par regarder son patrimoine, l'allocation qu'elle a eue. On va regarder le détail de ses investissements et déjà voir ce qu'on peut optimiser. Et ensuite, comme d'habitude, je reviendrai sur ses objectifs et je répondrai à la fin à qu'est-ce qui est faisable, qu'est-ce qui est optimisable par rapport à tout ce qu'elle m'a demandé ici. Et notamment, on va surtout se focus sur, en gros, est-ce qu'elle peut vraiment générer ces 1 000 € de revenus passifs et en combien de temps elle peut le faire. Donc on va déjà regarder son allocation par enveloppe. Donc elle a bien comme je l'imaginais, son épargne de précaution sur le livret LDD, donc ce qui est une bonne chose dans la mesure où voilà, elle a 3% net, net de frais, net de fiscalité, tout ça. Donc très bien, même si je pense, la petite parenthèse, je pense que c'est un peu trop dans la mesure où elle gagne 3 000 € par mois et qu'elle a une capacité d'épargne mensuelle de 400 € par mois, avoir 35 000 sur des livrets, voilà, ça, je pense que ça fait un petit peu beaucoup. Je le dis souvent, mais voilà, il faut au moins 3 à 6 mois de dépenses. Si elle en gagne 3 000, imaginons qu'elle en dépense 2 500, il faut au moins 7 500 et éventuellement 6 mois, donc ça ferait à peu près 15 000. Allez, 20 000, ça veut voir large, mais je pense 35 000 sur des livrets, ça commence à faire beaucoup, quoi. Je pense qu'elle peut largement garder 15-20 000, même si elle est vraiment pas forcément très à l'aise avec le fait d'avoir que 3 mois de salaire, donc monter jusqu'à 6 mois éventuellement, mais d'avoir vraiment... Là, on a quasiment 2 ans de dépenses, donc ça fait quand même beaucoup selon moi. Donc je pense qu'elle peut utiliser une partie de cette épargne de précaution pour l'investir, même si c'est sur du safe, même si c'est pour compléter sa partie sécurisée comme du fonds euro. Je pense que ça reste mieux pour le long terme. Donc ensuite, du coup, sur le sécurisé, elle a 77 000 €. Sur le fonds euro, donc d'une assurance vie, j'imagine, elle a un CEL à hauteur de 1 200 €. Alors ça, pour le coup, je ne comprends pas trop l'intérêt de ce placement, les rendements sont pas top, on est à quelque chose comme 2%, on est vraiment en dessous de l'inflation, donc je vois pas trop l'intérêt de ces placements là. Encore le PEL, ça peut avoir un intérêt si on l'utilise éventuellement pour utiliser un taux plus intéressant par rapport au taux actuel, éventuellement, et encore c'est que sur la part versée, donc c'est pas top non plus, mais le CEL, honnêtement, je vois pas trop l'intérêt de garder ce type de placement. Moi j'irais plutôt sur aller sur le fonds euro, éventuellement des fonds monétaires, ou sur d'autres placements sécurisés qui rapporteront bien mieux qu'un CEL. Ensuite, sur la partie bourse, donc elle a 11 200 € donc sur la partie, donc sur une assurance vie, sur la partie obligation de son assurance vie, et elle a 50 000 € sur un compte titre et 19 000 € d'actions sur son assurance vie aussi a priori. Sur l'immobilier, elle a 12 800 € de SCPI en direct, donc qui je pense est la part nette de ces 200 000 qu'elle a mis sur son SCI LIS et qu'on va détailler après.
Elle a 475 000 euros d'immobilier physique net. Alors, j'espère bien qu'elle m'a précisé que c'était sans le crédit, que c'était net de dette. Et en résidence principale, donc elle a 41 000 euros. Donc j'imagine que c'est 41 000 euros qu'elle a déjà remboursé. Donc vu qu'elle a mis ça pour la résidence principale, j'imagine qu'elle m'a bien mis le net pour l'immobilier physique. Sur des parts de SCI, donc elle a 125 000 euros. Donc 125 000 euros de SCI. Alors on verra du coup si ça concerne les CPI ou sur de l'immobilier qu'elle a. Ok, ensuite elle a 65 000 euros en private equity, 450 euros en crypto et 20 000 euros en crowdfunding IMO. Donc si on regarde l'allocation globale, ça nous donne quoi? Ça nous donne une grosse part en IMO, comme beaucoup de monde, du moins en France. On est à quasiment 75% en IMO. Et si on enlève la RP, alors on va pas beaucoup bouger, je pense, parce que ces RP ne représentent pas la majeure partie de son patrimoine, vu que la majeure partie est un patrimoine IMO locatif. Donc on est toujours à 72%, donc finalement on est très clairement surexposé à l'IMO. Ce qui reste, on va dire, classique, mais vu que là on part vraiment sans RP, ça me paraît quand même vraiment beaucoup d'IMO locatifs par rapport au reste. Et ce qui est étonnant, c'est que elle a plus d'exotiques que de sécurisé et que de bourse. Donc, je trouve ça aussi quand même étonnant parce qu'elle a un profil de risque équilibré. Donc, profil de risque équilibré, généralement, on a la moitié en sécurisé, la moitié en placement à risque. Ou si on considère l'immobilier qui est considéré comme moyennement risqué, ça ferait un tiers sécurisé, un tiers d'IMO, un tiers de bourse, du moins un tiers d'action. Donc, ça me paraît quand même un peu bizarre de voir ce type de profil parce que finalement, elle pourrait largement augmenter sa part en action, peut-être diminuer un peu sa part d'exotique et éventuellement rebalancer aussi, utiliser peut-être la part d'IMO pour rebalancer sur des actions pour diversifier un petit peu. Et du coup, là, elle m'a mis son allocation globale cible. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on voit, voilà, elle veut garder 50% d'IMO, 15% de bourse, 15% d'exotique et 20% de sécurisé. Donc ce qui me paraît beaucoup plus cohérent. Donc au final, son allocation cible qu'elle a déterminée me paraît beaucoup plus cohérent avec ce qu'elle a aujourd'hui. Et en plus, voilà, elle a rajouté un petit peu de patrimoine, donc je pense que c'est ce qu'elle prévoit avec, du coup, à terme. Mais on va dire la pondération, là, ce qui nous intéresse, c'est pas forcément le montant brut, mais plutôt l'allocation de 50% d'IMO, 15% en bourse, 20% de sécurisé, 15% d'exotique, me paraît déjà un peu plus cohérent, même si l'exotique me paraît peut-être un peu trop élevé, vu qu'elle m'a dit qu'elle a un profil de risque équilibré, moi j'aurais plutôt gardé 5 ou 10% maximum. Donc on va voir un petit peu dans son allocation sécurisée. Donc elle a 77 000 euros de fonds euros. Donc là, j'en profite pour répondre à sa première question qui était de comment faire que mon allocation sécurisée, du coup, combat l'inflation. Alors, pour être très honnête, c'est toujours un peu compliqué parce que généralement, les rendements sans risque, ils sont toujours un peu inférieurs à l'inflation. Du moins, ces 10-15 dernières années, on a constaté ça. Il y a eu des périodes dans l'histoire où on a pu avoir des rendements sécurisés qui couvraient l'inflation ou qui étaient un peu supérieurs à l'inflation. Mais ces dernières années, c'est quand même toujours un peu compliqué. Mais si tu veux te rapprocher en tout cas de l'inflation, je pense que le fonds euro aujourd'hui, verse des rendements de 3 à 4%. Du moins, sur les taux boostés, on se rapproche des 4. Après, tu as aussi les fonds monétaires qui sont directement indexés sur les taux directeurs. Donc, ils sont aujourd'hui aux alentours de 4, du moins 3,75 à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Donc, le fonds monétaire peut aussi être une façon d'essayer de combattre l'inflation au plus proche parce que du coup les taux directeurs font en sorte de combattre l'inflation, donc se rapprochent, évoluent en fonction de l'inflation. Donc les fonds monétaires, tu peux en avoir sur ton assurance vie, sur ton PEA, sur ton compte titre, et ça réagit un petit peu plus vite que le fonds euro sur les rendements. Donc ça peut être une façon de combattre l'inflation et puis ça peut aussi te permettre de diversifier sur ton assurance vie. Au lieu d'avoir que du fonds euro, tu peux mettre par exemple 50-50 entre fonds euro et fonds monétaire. Alors sachant que, attention, le fonds monétaire n'est pas garanti en capital comme l'est le fonds euro, mais peut te permettre d'avoir des rendements intéressants, du moins de couvrir peut-être un petit peu mieux l'inflation que ton fonds euro. Dans les autres stratégies qui pourraient te permettre d'avoir des rendements sans risque intéressants, tu peux aussi regarder du coup les livrets boostés. Certains livrets boostés qui montent jusqu'à 3,54%. Alors, petit astérisque, tu as aussi souvent des produits d'appel où tu vas avoir un taux boosté des fois à 4-5%, mais que pendant 3 mois, et ensuite ça redescend à des taux peut-être moins intéressants. Donc, si tu regardes les livrets boostés, fais très attention à combien de temps les livrets sont boostés et quel sera le taux après les 3 premiers mois. Dernière solution, tu as aussi des courtiers comme Trade Republic qui te rémunère tes liquidités à hauteur de 4% en ce moment. Alors attention, c'est brut de fiscalité, donc il faut que tu enlèves la flat tax. Donc en réalité, le rendement net, on est plus aux alentours de 2,8-3%. Donc voilà, c'est un petit peu kiff-kiff finalement avec le fonds euro. Mais si tu investis ça sur du long terme, privilégie plutôt les enveloppes fiscales comme assurance vie ou PEA, où tu pourras avoir tes 3-4%. Sans fiscalité, du moins tant que ça reste dans l'enveloppe, c'est sans fiscalité, du coup ça peut faire marcher un peu mieux les intérêts composés.
Ensuite, si on passe sur ton allocation en bourse, on voit que, alors tu m'as mis allocation ETF, mais je pense qu'au vu des noms que tu m'as mis, je pense que c'est plus des fonds d'investissement. Alors, de ce que je vois, c'est des fonds qui ont l'air diversifiés, parce que tu m'as mis le pourcentage d'actions ici. Donc, à mon avis, c'est des fonds qui sont voilà, diversifiés avec de l'obligation, de l'action et peut-être des fois du monétaire. Donc, ça, pareil, c'est un truc que je répète souvent dans les analyses de patrimoine. Généralement, je pense que tu es vraiment le profil typique de l'assurance vie chez une banque traditionnelle ou qui a été vendue par un CGP qui est ce que j'appelle souvent les fonds indépendants, qui sont rémunérés en rétrocom, donc souvent avec des assurances vie qui sont souvent chargées en frais. Et dedans, on te met des unités qui sont aussi chargées en frais, donc qui sont des fonds d'investissement. Donc tu es un peu dans le combo un peu classique, qui est un peu les pires, parce que tu as différentes couches de frais qui vont impacter ta performance et qui pourront statistiquement faire moins bien que si tu faisais la même chose via des ETF sur des choses en gestion libre ou sur des bonnes assurances vie en ligne. Donc, je pense, la première recommandation que je dis souvent à la majorité de mes clients et même en analyse de patrimoine, c'est déjà regarde les frais de ton assurance vie. Regarde quels sont les frais sur versement, quels sont les frais de gestion, quels sont tes frais d'arbitrage, quels sont tes frais de mandat de gestion, et commence sérieusement à songer à passer sur des courtiers en ligne qui vont te prendre les frais justes et ensuite à mettre des supports qui prennent aussi les frais justes. Donc que ce soit après, bien sûr en respectant ton profil de risque, donc tu peux garder une part d'obligation, une part d'action évidemment pour respecter ton profil de risque, mais sous forme d'ETF par exemple, ce sera beaucoup moins cher et historiquement plus performant qu'un fonds d'investissement parce que les fonds, la majorité des gérants actifs font moins bien que leur indice de référence, donc un simple ETF, donc garde bien ça en tête. Ensuite, alors tu m'as pas mis le détail de ton compte titre, j'aurais aimé savoir du coup, ton compte titre, tu avais 50 000 euros sur ton compte titre, tu m'as pas donné le détail. Je suppose et j'imagine que tu l'as aussi chez ta banque traditionnelle ou chez un courtier un peu traditionnel, donc si c'est le cas, fais attention, tu peux aussi te faire bouffer par les frais et si c'est aussi des fonds d'investissement, fais aussi attention à ça. Après voilà, j'ai pas le détail, donc peut-être que non, peut-être que si tu es sur un néo-courtier, que tu investis peut-être en ETF et c'est une très bonne chose. Mais voilà, fais attention à ça si tu es sur un courtier un peu classique. Donc voilà sur la partie bourse, je ferai après bien sûr le récap par rapport à tes objectifs sur ce que tu peux être optimisé. Ensuite, sur les SCPI. Alors là, sur les SCPI, je t'avoue que j'ai un peu bondi de ma chaise parce que quand j'ai vu les deux SCPI qu'on t'a conseillé via NSCI et LIS, ça m'a vraiment fait mal au cœur. Pourquoi ? Parce que il y a deux choses qui me dérangent en fait dans ce qui t'a été conseillé. Parce que tu m'as dit un petit peu donc par mail, parce que je me suis un peu interrogé sur pourquoi tu as fait de la CLIS pour les SCPI, et ça t'a été conseillé par un CGP. Alors, loin de moi l'idée de dire que les CILIS pour faire de la CPI est mauvais, ça a des avantages, notamment fiscal, parce que oui, tu profites de l'impôt sur les sociétés, donc tu seras imposé à 15% sur tes loyers, ce qui est généralement mieux que si tu es imposé à l'IR, parce que toi tu es en TMI à 30%, donc on sait que la TMI à 30%, plus la CSG, ça fait 47,2, donc ça peut vraiment piquer quand tu reçois tes loyers, mais il y a plein de façons d'optimiser en nom propre, comme les SCPI étrangères, comme faire de la nue propriété, comme le faire via une assurance vie, donc tu n'es pas obligé de faire de la SCI LIS pour optimiser fiscalement, ça c'est la première chose. La deuxième chose qui me dérange, c'est que je vois que tu as de la SCI à l'IR, ce qui fait que je suppose que du coup, tu n'as pas utilisé la même SCI pour tes appartes que pour la SCPI. Donc, à moins que tu aies une holding et que tes appartes crachent suffisamment de cash pour les réinjecter dans ta holding et faire des choses intéressantes, mais sinon, je vois pas forcément l'intérêt de créer une SCI juste pour mettre de la SCPI. Si tu as une SCI déjà à l'IS pour tes appartes et que tu rajoutes de la SCPI, oui, pourquoi pas, parce que du coup, tu mutualises les coûts, les frais de structure, la compta et tout. Mais créer une SCI juste pour mettre de la SCPI, parce qu'il y a le côté fiscal, moi ça me paraît toujours être des frais en plus, surtout que ce qu'on oublie de te dire quand on fait créer une SCLIS pour ça, c'est que c'est très bien pour l'aspect patrimonial, transmission, et éventuellement faire remonter à des holdings et faire transvaser les flux en minimisant la fiscalité. Oui, ça c'est très bien. Si c'est ton cas, bien sûr, c'est très bien. Par contre, si tu l'as fait dans une idée de revenu passif, pense que tes loyers sur la SCLIS, il faudra bien les sortir un jour. Si tu veux avoir des revenus passifs, ce qui a l'air d'être ton objectif, il faut bien les sortir un jour. Et pour les sortir, ces revenus, il faut passer par la case impôt. Donc c'est soit flat tax, donc tu as l'IS à 15%, bien sûr, mais ensuite la flat tax à 30%, ou alors il faut te payer et du coup te verser un salaire, et donc du coup c'est des charges sociales. Donc c'est aussi au moins 45%. Donc tu passeras par la case impôt tôt ou tard. Donc c'est pour ça que moi, ça me fait toujours un peu mal au cœur quand je vois des clients qui se sont fait recommander de la SCPI via LSI et LIS, parce que j'ai l'impression que souvent, ça arrange un peu le CGP, parce que lui, il touche ses rétrocoms, parce qu'il a fait travailler le comptable, il a fait travailler l'avocat fiscaliste et machin. Alors,
ça peut être une bonne solution en fonction des objectifs, si c'est dans une optique de transmission, si c'est dans une optique voilà, patrimoniale, parce que tu as une holding, parce que tu as des entreprises commerciales et tu fais transvaser les flux, là oui, c'est intéressant. Mais si tu crées une SCI à l'IS juste pour loger des CPI et rien d'autre, ben je pense que c'est pas une bonne idée. Voilà, c'est mon avis, j'ai le droit de me tromper, mais en tout cas, moi, c'est pas quelque chose que je conseille quand on a un patrimoine de ce type. Du moins, après, j'ai peut-être pas tous les éléments aussi, bien sûr, hein, donc faire attention à ce que je raconte, hein, j'ai peut-être pas tous les éléments, et peut-être que le CGP qui a conseillé ça, il a peut-être d'autres éléments qui lui ont permis de conseiller ça. Mais mon objectif est surtout d'alerter sur les CLS pour les CPI que oui, tu as un avantage fiscal, mais quand tu veux un revenu passif dans son objectif de cette personne qui veut un objectif passif, un revenu passif d'ici 3-4 ans, ben, il faudra aller sortir ses sous et on passera par la case impôt. Alors, il y a une exception, c'est si tu fais un apport en compte courant associé, donc si tu as mis beaucoup de cash finalement dans ta SCI, oui, tu ressortiras une partie sans impôt. Ça, c'est un fait, et c'est peut-être ton cas, mais tu ne me l'as pas précisé. Donc si c'est ce cas-là, oui, effectivement, tu peux avoir des choses intéressantes à faire. Mais voilà, dans tous les cas, si tu veux aller plus loin là-dessus, je t'invite à aller consulter ma formation SCPI Express. Hein, je rentre vraiment en détail sur toutes les façons d'optimiser fiscalement, et notamment, j'ai fait dernièrement une grosse mise à jour sur cette formation, où j'ai fait un gros module justement sur la SCI et l'IS, où je rentre en détail, et je t'explique justement les avantages et inconvénients pour qui c'est fait, pour qui ce n'est pas fait, si tu veux aller plus loin, bien sûr. Et la deuxième chose qui m'a fait mal au cœur quand j'ai analysé ton patrimoine, c'est de voir qu'on t'a conseillé que 2 SCPI et que c'est Primovie et Primopierre. Et c'est là où moi je pense qu'il y a un peu un conflit d'intérêt en fait sur celui qui t'a conseillé ça. Pourquoi ? Parce que Primovie et Primopierre, alors quand il te les a conseillés, bien sûr, le CGP ne pouvait pas savoir qu'ils allaient se prendre une énorme gifle là avec la remontée des taux et que Primopierre allait baisser 2 fois ses prix de part. Donc raison pour laquelle tu as perdu 40 000 euros sur ces 200 000. Mais moi ce qui me dérange, c'est que Primovie et Primopierre, ce sont 2 SCPI qui sont gérés par la même société de gestion, qui sont primoniales. Pour moi, une des règles d'or, et tu dois le savoir si tu me suis, c'est la diversification. Diversification en termes d'actifs d'une part, mais même au sein de la même classe d'actifs, tu rediversifies. Et moi, quand je conseille des SCPI, du moins un portefeuille des SCPI, je conseille toujours des SCPI avec différentes sociétés de gestion. Jamais je conseille 2 SCPI de la même société de gestion. Parce que si la société de gestion va mal, eh bien les 2 SCPI iront mal. Et là, c'est le cas avec Primonial. On t'a conseillé Primovie et Primopierre, qui, peut-être sur le papier à l'époque, cochaient peut-être toutes les cases, sauf que là, elles ont coché beaucoup moins toutes les cases, notamment Primopierre, parce que SCPI de bureau, télétravail, Covid, et les bureaux à la défense qui ont pris un peu cher là à cause de la remontée des taux. Donc voilà. Mais Primovie, qui est une SCPI de santé, qui aurait pu être décorrélée de ça finalement, eh ben, elle a pris aussi cher parce que c'est la même société de gestion. Alors que si tu avais pris par exemple Pierre Val Santé pour t'exposer au SCPI de santé, tu n'aurais pas eu de baisse de prix de part, du moins aujourd'hui. Donc, moi, c'est quelque chose qui me dérange quand je vois qu'on t'a conseillé déjà la SCI et l'IS. Alors, encore une fois, ça aurait pu être bonne idée en fonction de tes objectifs et ce que tu as dit au conseiller. Mais par contre, quand t'es conseillé que 2 SCPI et qu'on t'ait mis les 2 CPI à peu dans la même société de gestion, là, clairement, moi, la question que je me pose, c'est quelle a été la rétrocom du CGP sur ces 2 SCPI. Je suis peut-être un peu cru, je suis peut-être un peu énervé aujourd'hui, je suis désolé, mais ça me frustre, ça m'énerve en fait de voir qu'on a conseillé ça. Et là, clairement, moi, je me pose la question de est-ce qu'il y a eu un conflit d'intérêt ? Enfin, quelle était la rétrocom du CGP sur ces 2 SCPI ? Pourquoi on n'a pas conseillé déjà au moins 3 SCPI ? Pourquoi on a conseillé 2 SCPI sur la même société de gestion ? Pourquoi on n'a pas conseillé des SCPI sans frais d'entrée ? Pourquoi on n'est pas allé sur des SCPI diversifiés ? Pourquoi on a mis une SCPI de bureau et une SCPI de santé ? Enfin bref, voilà. Ça m'énerve un peu parce que tu as quand même perdu 40 000 euros, quoi. Tu as perdu 40 000 euros sur 200 000 et ça fait mal. Donc, je dis pas que les SCPI que moi je conseille vont toujours monter, c'est les meilleurs du monde, je peux aussi me tromper. Mais je parle dans le raisonnement du conseil, ça me frustre un peu de voir que je pense que le conseil a été un peu biaisé par rapport au rétrocom. Bon bref, passons sur les CPI, je suis désolé, mais je suis peut-être un petit peu enflammé, mais c'est aussi pour vous alerter en fait sur, aussi sur les façons de conseiller, sur aussi vous ouvrir l'esprit de comment aussi construire un portefeuille de SCPI. Ensuite, sur la partie immobilier physique, donc je vois que tu as 475 000 euros en LMNP, ce qui est plutôt une très bonne chose, parce que tu as quand même un gros patrimoine, tu as la majeure partie de ton patrimoine en LMNP, donc j'imagine qu'il n'y a plus de dettes là-dessus, donc c'est quand même une bonne chose. Donc là, je pense que tu commences à avoir du revenu passif vraiment intéressant avec ça. Tu as 41 000 euros sur ta RP, et ensuite tu as des SCI à l'IR, donc les SCI à l'IR, alors ça pareil, je considère que c'est du net et pas du brut. Si c'est du net, du coup, si c'est du brut, effectivement, il faudra retrancher les dettes que tu dois. Mais tu vois, moi, quand je vois ça, ça me rassure quand même sur ton objectif de générer 1 000 euros de revenus passifs finalement. Parce que 700 000 euros net, alors on enlèvera la RP, donc ça fait, on va dire, 650. Les 1 000 euros de revenus passifs net, tu peux
facilement les avoir. On fera les calculs après, mais si tout ce que tu dis là est bien net, soit déjà avec tes apparts, si tu n'as plus de crédit, tu peux facilement les avoir selon moi, ou en faisant des réarbitrages. Mais on le verra à la fin de cette vidéo. Donc, et ensuite, sur la partie exotique, donc tu as 65 000 euros en private equity. Alors ça, pareil, j'aurais bien aimé que tu me dises de quelle manière tu l'as fait, si tu l'as fait via une assurance vie, via des startups, parce que là, du coup, pas forcément de détails, donc j'ai un peu du mal à évaluer le risque et la liquidité qui sont liés à ça. Tu as 20 000 euros en crowdfunding IMO. Pareil, j'aurais bien aimé que tu me précises par qui tu l'as fait. Et du coup, 450 en crypto-monnaie. Alors là, je trouve ça un petit peu, un peu déséquilibré pour le coup, parce que tu vois, le crowdfunding IMO et le private equity, c'est des investissements qui ne sont pas liquides. Et tu vois, tu as 99% de ton exotique qui n'est pas liquide. Et ça me paraîtrait quand même pertinent de réallouer ça éventuellement avec de l'exotique qui est plus liquide, comme l'or ou la crypto. Alors, on n'est pas du tout sur les mêmes risques, hein. Crypto beaucoup plus risqué que l'or, évidemment, c'est pas du tout les mêmes objectifs aussi, mais ça me paraîtrait pas déconnant que du coup que tu réalloues ça sur des choses plus liquides, alors soit avec ton épargne mensuelle, soit avec un arbitrage ou quand tu récupéreras un peu de crowdfunding IMO, mais même si voilà, c'est des placements exotiques que j'aime bien, mais qui sont vraiment illiquides. Et voilà, je me dis, mettre une partie peut-être un peu plus importante en crypto, on est d'accord, hein, qui respecte ton profil de risque. Et je pense que là, au vu du montant de ton patrimoine, tu peux te permettre de monter un peu plus. Parce que voilà, le crowdfunding IMO et le private equity, on est sur des investissements qui sont non liquides. Ok. Du coup, on va revenir un peu sur tes objectifs. On va essayer de faire un petit bilan sur ce que je t'ai raconté. Donc, on va partager ça. Alors, tu m'as dit déjà t'assurer que le sécurisé couvre l'inflation. Donc comme je te l'ai dit, c'est toujours un peu compliqué d'avoir vraiment du sécurisé, du taux vraiment sans risque qui combat l'inflation, mais pour t'en rapprocher le plus, du coup, je t'ai donné les options fonds euros, fonds monétaires ou éventuellement liquidité rémunérée sur des comptes titres. Ça, c'est vraiment les 3 meilleures solutions, même si, voilà, selon moi, les meilleures solutions, si voilà, c'est pour du long terme et que voilà, tu peux te mettre sur les enveloppes fiscales comme le PEA ou l'assurance vie. Je t'invite plus à checker le fonds euro, le fonds monétaire, donc sur l'assurance vie ou éventuellement le fonds monétaire sur PEA. Ensuite, tu parles d'optimiser ton assurance vie. Donc ça, très simple, c'est le conseil que je pense que je donne à quasiment 100% des gens qui me voient en accompagnement. C'est change ton assurance vie. Hein, tu peux la fermer, récupérer tes liquidités et changer ça. Alors tu peux le transférer, mais c'est toujours un peu complexe. Il faut que ce soit le même assureur et l'ancien assureur met pas mal de bâtons dans les roues. Souvent, c'est plus simple de la fermer, d'en rouvrir une autre. Regarde les assurances vie en ligne, les courtiers en ligne, ceux qui prennent le moins de frais possible. Donc avec 0,5 ou 0,6 de frais de gestion max, pas de frais d'arbitrage, pas de frais de versement. On en a plein qui proposent plein de choses avec des ETF, des SCPI, plein de choses. Commencer à investir en bourse, donc on revient à la même chose. Alors, commencer à investir en bourse, pour le coup, j'ai pas vu ce que tu avais sur son CTO, mais j'ai vu que tu n'avais pas de PEA. Donc, pour moi, première chose à faire, ouvre un PEA, prends date au moins. Ensuite, idéalement, mets un portefeuille de d'ETF dedans, plutôt que de l'avoir sur ton assurance vie, parce que tu auras la même fiscalité que ton assurance vie, mais tu n'auras pas les frais de gestion de l'assurance vie. Donc, idéalement, construis-toi un portefeuille d'ETF sur PEA. Généralement, c'est le meilleur combo entre rendement, risque, frais minimes et passivité. Et ensuite, entre être plus diversifié, voilà, je t'ai déjà parlé de pas mal de choses et tu l'as même toi-même bien dit sur ton allocation patrimoniale cible. Donc, je pense diminuer peut-être un peu la part IMO, éventuellement faire un arbitrage, peut-être revendre un appart, peut-être le plus compliqué à gérer ou le moins rentable, pour éventuellement le mettre sur de la SCPI de manière plus intéressante que ce que tu as actuellement pour générer ton revenu passif, ou éventuellement mettre en bourse pour faire un portefeuille d'ETF ou éventuellement un portefeuille d'actions à dividendes, parce que finalement, tu as un horizon de temps plutôt court terme pour générer des revenus passifs. Donc peut-être qu'un portefeuille d'actions à dividendes te correspondra mieux si tu veux préparer des revenus passifs proches. Et du coup, on en revient à ta dernière question, qui est le plus principal, qui est que j'aimerais voir comment générer 1000 euros de revenus passifs, en combien de temps cela prendrait au vu de mon capacité d'épargne actuelle. Donc là, on va prendre mon autre tableau qui fait partie du kit investisseur que tu pourras télécharger, je te mettrai aussi en lien en description. Et dessus, j'ai un simulateur d'intérêt composé et aussi un simulateur de retraite anticipée. Donc imaginons que tu veux 1000 euros de revenus passifs mensuels avec un rendement visé de 5%, ce qui est selon moi plutôt conservateur, notamment via des CPI ou des actions à dividendes, ou même de l'immobilier physique, il te faut 240 000 euros. Donc finalement, pour moi, tu les as déjà. Si bien sûr, tu m'as bien mis ici ton patrimoine net de 475 000, donc soit tu les as déjà via ton immobilier physique, si tu payes, tu es toujours en déficit et que tu ne payes pas d'impôts et que tu es suffisamment rentable et que tu n'as pas de dette, pour moi, les 1000 euros par mois net, tu les as déjà. Et si tu les as pas parce que tu t'es peut-être trompé, tu as mis du brut ou je ne sais pas, ou que c'est pas assez rentable, pense à un arbitrage. Tu peux penser à un arbitrage, peut-être vendre un bien, deux biens, tu vas peut-être récupérer 100, 200 000, et là tu peux les réallouer sur de la bourse par exemple, sur des actions en dividendes si tu veux du revenu passif immédiat.
donc sur un compte titre ou sur un PEA par exemple, ou encore via des SCPI que tu mettras soit sur ton assurance vie, ou soit même en direct via des SCPI étrangères, ou éventuellement sur ta CALIS, vu qu'elle est déjà créée, mais en prenant des SCPI idéalement peut-être un peu mieux que ce qu'on t'a conseillé. Mais n'oublie pas que les CALIS, encore une fois, pour générer ton revenu passif, pense que tu repasseras par la case impôt. Donc, à voir et à réfléchir. Mais voilà, la chose que je peux te dire par rapport à ton objectif de revenu passif de 1000 euros, c'est par rapport, si bien sûr tu m'as bien dit ton patrimoine net en immobilier physique, peut-être pense à, si du moins tu génères pas déjà tes 1000 euros grâce à ton immobilier en LMNP, peut-être pense à un arbitrage, revends peut-être un bien pour le réallouer sur des choses qui vont te générer un revenu passif immédiat pour avoir tes 1000 euros, parce que finalement, tu l'as vu qu'avec 5% de revenus, 5% de rendement net, bah finalement, tu as besoin de 240 000 euros, et ça, au vu de ton patrimoine IMO, a priori, ça pourrait être facilement récupérable. Donc voilà pour cette analyse de patrimoine, j'espère qu'elle t'a plu. N'oublie pas de télécharger si bien sûr tu veux récupérer ce tableau et faire toi-même ton allocation patrimoniale à l'instant T et gérer ton allocation cible sur le patrimoine global, sur le sécurisé, sur la bourse, ETF, stock picking, SCPI IMO, hein, c'est dans le lien en description pour le récupérer. Et si tu veux aussi récupérer le kit investisseur, bah, je te le mettrai aussi en description. Si tu veux faire tes simulations de retraite anticipée pour savoir de combien de patrimoine net tu as besoin pour vivre en fonction des revenus que tu souhaites. Pense aussi à t'abonner, me laisser un petit commentaire dessous si la vidéo t'a plu ou savoir qu'est-ce que tu aimerais que je développe plus. Donc en commentaire hein, si tu regardes sur YouTube, et même tu peux mettre des commentaires aussi sur Spotify et sur Apple Podcast. Ça aide toujours à la visibilité du podcast et à rendre plus visible. Donc merci à toi et je te dis à la prochaine pour la prochaine analyse de patrimoine ou pour le prochain épisode de podcast.